Et on passe aux commentaires de la semaine. Une semaine très fournie en commentaires. Sachez que ça me fait vraiment plaisir parce que c'est trop cool sur tous les sujets en général, même pour les vaccins, etc. Il y a de plus en plus de commentaires constructifs et intéressants. Donc merci à vous. C'est toujours super cool de discuter avec vous. J'ai l'impression de dire ça à chaque fois, mais en même temps, je suis vraiment content. Donc, bref. On va passer tout de suite aux commentaires, hein, ne perdons pas de temps, il y en a pas mal. J'ai pris les commentaires de toutes les vidéos, sauf, voilà, désolé, mais j'ai pas pris les commentaires forcément, je vais dire, sceptiques concernant la vaccination, parce qu'il y en a beaucoup. Souvent, c'est des discussions même assez longues, et j'en ai un peu marre, en fait, de traiter du sujet. Donc voilà, je crois qu'il y a juste celui-là d'ailleurs. Donc réponse au corona sceptique, hein, la vidéo que j'avais faite sur la vaccination, on va dire de manière générale. Donc on a Socrate da Silva qui nous dit: on peut être contre ce vaccin sans être anti-vaccin et sans être adepte du complotisme. J'ai eu le Covid en avril 2020 et j'ai été hospitalisé pendant 10 jours. J'ai subi la mise en place des protocoles de test de l'époque, Caletra, Interferon, etc. etc. J'ai été contraint de prendre ce traitement, Caletra pour la région Île-de-France, le protocole était tiré au sort pour chaque région, avec un traitement bi-antibiotique qui après coup était suffisant à lui seul. Le Caletra est un produit dangereux, avec des effets secondaires importants, atteinte hépatique, chute massive de cheveux, atteinte rénale. J'ai eu les deux premiers. Aujourd'hui, plus d'un an après ma sortie de l'hôpital, j'ai effectué une sérologie. Les globules blancs spécifiques au Covid sont toujours présents en nombre important. Pourquoi devrais-je encore servir de cobaye alors que mon corps est en capacité de se défendre? Je refuse ce vaccin et je fais en sorte de ne pas mettre les autres en danger éventuel. Masque, gel, distance sociale. Je ne pousse personne à suivre mon opinion, je les invite à réfléchir et à en parler avec des vaccinés et des non-vaccinés. C'est à chacun de choisir ce qu'il veut. Vous êtes pour le vaccin, moi je suis contre, mais pour mon cas uniquement. Douter de tout et ne douter de rien sont deux attitudes qui empêchent l'homme de réfléchir. Et je ne peux être que entièrement 100% d'accord avec ça. En plus, évidemment, je te présente vraiment tout mon soutien. J'espère vraiment que ça va aller au mieux. Je me permets de te tutoyer tout à coup, je ne sais pas pourquoi. Vraiment, ça a dû être vraiment horrible de passer par tout ce que tu es passé. Donc j'espère vraiment que maintenant ça va beaucoup mieux et que t'auras pas de séquelles qui vont rester, etc. Je te souhaite la meilleure santé possible et en espérant que tout ça devienne juste un mauvais souvenir, évidemment. Et finalement, ça va rejoindre la vidéo que j'ai faite du coup aujourd'hui, ce matin. C'est vrai qu'il faut faire hyper attention à ne pas tomber dans les extrêmes, ni l'une ni l'autre. Et effectivement, bien sûr que... et en fait, voilà, je veux quand même le préciser et le dire, hein, mais bien sûr qu'il faut faire toujours au cas par cas, en fait. Il faut faire au cas par cas parce que par exemple cette personne-ci qui a vécu visiblement quand même des choses assez dures au niveau médical, c'est déjà beaucoup plus difficile de dire mais non, eh oh, va te faire vacciner, merde. Elle fait chier là-haut. T'es égoïste, merde. Plutôt qu'à quelqu'un qui par exemple est en très très bonne santé et s'est juste fait influencer par des vidéos de personnes mal intentionnées sur internet. Et en fait, j'ai même envie d'aller justement beaucoup plus loin dans cette réflexion. C'est qu'en fait, évidemment, de manière générale, moi en fait, je suis pour le vaccin. Et de manière générale, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à comprendre ceux que l'on appelle les anti-vax, ceux que l'on met dans cette catégorie. Mais ce n'est pas pour autant que, effectivement, quelqu'un qui me dit qu'il est contre le vaccin, j'en ai rencontré plusieurs, hein, eh bien forcément, je le traite d'anti-vax, entre guillemets. En fait, ce qui m'énerve vraiment, entre guillemets, c'est pas tant les anti-vax, c'est pas tant les anti-vax qu'en fait, les personnes qui rendent les gens méfiants. C'est-à-dire que je vois plein de vidéos sur internet passer et qui sont faites mais par des gens vraiment vraiment super mal intentionnés qui cherchent juste à gagner un maximum de thunes et c'est vraiment à gerber. Et tu vois ça, le mec, il y connaît rien.
Le mec, il tire des mots compliqués de son chapeau pour que les gens n'y voient que du feu. Parce que, bon, bah évidemment, on rentre dans des domaines assez spécifiques. Hein, l'ARN messager, c'est des trucs qu'on avait vus en biologie. Moi, maintenant, ça va faire 10 ans que j'ai plus vu de biologie, donc ça commence à dater, quoi. Euh, mais je veux dire, c'est pas tout, même l'ADN, les différents trucs. Moi, je me rappelle, voilà, la mitose et la méiose, par exemple, j'ai un vague souvenir, quoi, mais je m'en souviens plus très bien. Et rien que pour ça, le virus se multiplie par, je sais même plus par quoi, bref, hein, donc. Et en fait, pourtant, c'est des éléments hyper importants dans ce contexte aussi. Et pour le coup, en fait, moi, c'est vraiment ça qui m'énerve. C'est pas tant les gens qui vont avoir une opinion, et surtout qu'en plus, ici, dans ce cas-ci, par exemple, continuent à faire hyper attention. Moi, j'ai vraiment un problème avec plutôt, justement, c'est comme je le disais, je trouve ça vraiment hyper triste que des personnes voient des vidéos sur Internet, sont persuadées qu'on leur veut du bien, alors que ces gens qui vendent des formations, qui vendent des potions, des produits soi-disant miraculeux, et qu'en fait, c'est ça qui est dégoûtant, je trouve, c'est qu'ils profitent de personnes qui se sentent mal, parce que je crois que pour tomber sur ce genre de vidéo, forcément, tu dois te poser plein de questions, tu dois te demander, tu dois te dire que tu vis dans un monde qui n'est pas possible, tu dois te dire que le monde ne tourne pas rond, et je veux dire, pour plein de raisons, le monde ne tourne pas rond, mais pour le coup, ces gens-là qui font semblant en fait d'être là pour t'aider, en fait, ils sont là que pour t'enfoncer, quoi. Et c'est vraiment ce principe un peu sectaire, tu vois, où tu crois rencontrer un mentor qui est là pour t'aider et tout apprendre, et puis en fait, tu tombes sur un gars qui fait que profiter de toi, quoi. Et je trouve ça vraiment très triste. Et moi perso, ça me touche beaucoup, ce genre de truc. Ben bon, bref, c'est plutôt ces personnes-là, en fait, que je trouve vraiment dommage, hein, enfin, que ce soit si prenant, je veux dire. Parce que quand je parle avec... je le vois tout de suite, en fait, quand les gens... en deux commentaires, en fait, tu vois si les gens sont dans une optique, on va dire, plutôt anti-vax, ou dans une optique plutôt de doute et de questionnement. Parce que les antivax, ils vont pas discuter avec toi. Les antivax, ils sont là pour te convaincre. Ils sont pas là pour échanger. Et ils sont là pour te convaincre, et c'est justement la première étape, c'est de te convaincre, et les personnes qui les ont convaincus, la seconde étape, c'est après de te faire acheter des trucs. Et alors que les personnes qui sont là pour échanger et discuter, ils sont pas là, ils vont se poser des questions avec toi. Et en fait, justement, si je pense que, et c'est là où il faut vraiment avoir du recul tout le temps, et qu'il faut prendre chaque source, d'ailleurs, toujours avec scepticisme, mais dans le sens où il faut jamais se dire ah ben c'est de la merde parce que c'est un gars qui doute qui m'envoie ça, ou inversement ah putain c'est trop bien parce que c'est un truc justement que je connais. Non, justement, il faut toujours avoir le doute en tête, de se dire bon ok, je vais prendre sa source comme véritable, et je vais regarder si elle peut être fiable, parce que parfois on est étonné. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs ce matin avec Superflame, pour ma part, où justement, en regardant cette vidéo, je me suis dit, mais tiens, est-ce que finalement, je vais pas trop loin? Et c'est ça qui est important, en fait. Est-ce que finalement, il n'a pas un fond de raison et de réalité? Bref. Voilà un petit peu pour le Covid. Je crois qu'après, il n'y en a plus. Donc, je vous avoue, je ne serai pas mécontent. Commentaire suivant. Peut-on séparer l'œuvre de l'artiste? Voilà, l'artiste était Guillaume Bianco, pardon, j'avais oublié. On a Farcus Moilart qui nous dit... Alors, évidemment, pour cette vidéo-là, tout ce qui est... c'est vraiment de la pure opinion. Hein. C'est vraiment, je pense, hein, quelque chose de subjectif, quelque chose propre à chacun. Et c'est pour ça que j'ai pris beaucoup de commentaires de cette vidéo, parce que toutes les opinions, honnêtement, hein, mais toutes les opinions étaient intéressantes. C'était hyper dur de faire le tri. Bonjour, alors ce questionnement est intéressant. Est-ce qu'il faut différencier... Pardon, voilà, c'est le café qui passe. Est-ce qu'il faut différencier l'œuvre de l'artiste? J'ai envie d'aller un peu plus loin. Est-ce qu'on peut différencier le travail et la vie privée d'une personne? Pour moi, comme la majorité des questions, il ne faut pas répondre noir ou blanc, oui ou non. Cela dépend de la situation, de la sensibilité et de la connaissance de la personne répondant à l'interrogation. Après, je voudrais bien développer cette question plus en profondeur en donnant plusieurs exemples et d'analyses de cas,
mais à l'écrit, cela prendrait trop de temps. Désolé, mais il n'y a aucun problème. Alors j'ai bien conscience, nos discussions, elles sont toutes très cool, hein, mais moi-même, je vois à quel point je perds du temps. Enfin, entre guillemets, hein, moi, je prends beaucoup de plaisir, mais je perds du temps, ça passe très vite, quoi. Et on passe vite 5 minutes par-ci, par-là, et du coup, effectivement, c'est pour ça que parfois, je fais que adorer, parce que je me dis, mais sinon, je passe mon temps à répondre aux commentaires, et il faut quand même que je fasse d'autres trucs. Donc, mais effectivement, bien sûr, ça dépend de chacun, je le répète, hein. Et bien que là, pour le coup, concernant la vie privée d'une personne, je pense que moi, je m'attarde pas forcément à la vie privée d'une personne. C'est-à-dire que, par exemple, j'invente, hein, je vais prendre un exemple complètement au pif et nul, mais quelqu'un est fétichiste des pieds et moi, je déteste ça, bah non, enfin, genre, voilà, c'est pour moi un truc personnel et je m'en fous, en fait. Voilà, ça m'atteint pas. Et bon, je pense qu'il y a enfin voilà, il y a une espèce, un seuil, en fait, où on peut prendre aussi chacun des positions sur des sujets sans qu'en fait, cela impacte les œuvres, quoi. Par exemple, j'invente, mais ça peut être, voilà, quelqu'un qui déteste le chocolat. Voilà. Quelqu'un qui fait donc du coup, voilà, un artiste que j'aime bien, qui fait une BD, moi j'aime bien le chocolat, lui il déteste le chocolat, et sur une planche de BD, il explique qu'il déteste le chocolat, pourquoi, etc. Il fait plein de blagues. Bon, je vais pas le prendre mal, d'accord? Parce que justement, c'est ça qui est drôle, c'est qu'il a un autre point de vue, c'est un échange de points de vue, et surtout, ça n'a aucune conséquence importante, que ce soit sur ma vie ou sur la sienne, d'accord? Mais en fait, c'est là où pour moi, ici, l'opinion de cet auteur-là dépasse la vie privée. Là, c'est plus une position, je vais dire, publique, politique. Et cela peut avoir de l'influence justement sur plusieurs personnes. Et surtout, cela peut amener à prendre différemment les sujets qu'il traite. Et c'est ça qui me dérange. C'était vraiment ça. Donc, pour répondre à ta question, pour moi, on peut différencier le travail de la vie personnelle d'une personne. Par contre, de la vie privée, pardon, d'une personne. Par contre, pour moi, la vie privée, en fait, il y a un cadre à la vie privée, et une fois qu'on sort de ce cadre, eh bien là, la question se pose, en fait. Voilà. Commentaire suivant. Être de droite et pour le voile. Nous avons Genesis Core qui nous dit « C'est une bonne déclaration. » Pardon. C'est une bonne déclaration de notre Premier ministre. J'aurais juste aimé qu'il la fasse un peu plus tôt, lol. Et Farkus Meulard qui nous dit « Vaut mieux tard que jamais », comme on dit. Et effectivement, ça aurait été plus cool qu'il le dise plus tôt, mais en fait, je pense que le Premier ministre, pour le moment... Hein, pardon. J'ai un chat dans la gorge. Ou alors je suis Covidot, je ne sais pas. Peut-être. Je me suis fait vacciner avant hier, donc je croise les doigts. Qu'est-ce que je disais? Oui. Donc notre Premier ministre, c'est Alexander De Croo. Il est OpenVLD, donc de droite. Et je pense que pour le moment, vu le gouvernement et les disparités qu'il y a dans le gouvernement, il marche un petit peu sur des œufs. Et je pense que c'est pour ça qu'il prend son temps avant de traiter des sujets. C'est parce que, en fait, eh bien, il préfère bien y réfléchir avant de dire de la merde. Parce que, sachant que on regarde tout ce qu'il dit et comment il le dit, je pense qu'il se dit, putain, si je dis un truc qui peut être pris de travers, c'est mort. Tout éclate en mille morceaux. Et ça, j'avoue que, pour le moment en tout cas, c'est quelque chose que je respecte chez notre Premier ministre. C'est que pour le moment, il a l'air extrêmement, je vais dire, sage dans sa manière de penser et ses décisions. Encore une fois, même si je partage pas tout, je trouve que au moins, on dirait qu'il a conscience du rôle qu'il a et de l'importance en ce moment, et vu le contexte, je vais dire, social du monde, que t'as intérêt à pas faire de la merde, quoi. Vu les montées des extrêmes, notamment, etc., etc., faut faire gaffe, quoi. Et ça, j'apprécie. Toujours sur la même vidéo, Filka qui nous dit « Oula, alors moi j'aime beaucoup ta chaîne, mais là on a tous les clichés du monde, notamment être pour le voile, c'est être féministe, mais c'est tout le contraire, en Orient, dans les pays qui étaient avant modérés, des milliers de femmes se sont battues contre le port du voile, c'était ça, être féministe. » Et justement, alors j'ai répondu, on a tout éclairci en commentaire, hein, donc je vous invite à aller regarder les commentaires, mais
J'en profite justement pour l'éclaircir oralement. C'était fait exprès, en fait, de prendre tous les clichés du monde sur ce sujet-là. C'était pour dire qu'il faut faire hyper gaffe aux clichés, justement. Par exemple, être féministe, c'est être pour le port du voile. Dans des pays libres et démocratiques, oui. Parce que, justement, dans des pays libres et démocratiques, on essaye de ne pas dicter la conduite des personnes. Maintenant, il faut pas tout mélanger, hein. Et justement, par exemple, en Orient, où là, le voile est effectivement obligatoire, là, c'est un combat féministe pour enlever cette obligation du port du voile. Et c'est celle-là où il y a toute la différence. C'est dans l'obligation, en fait. Si le voile n'était pas obligatoire en Orient, en fait, les féministes ne se battraient pas contre le voile en Orient. Si ce n'est que certaines féministes qui penseraient qu'effectivement le voile est signe de soumission. Et c'est ce que je disais exactement en commentaire, c'est qu'après, on peut toujours débattre sur le fait que le voile, voire même de manière plus générale en fait, la religion est un régime patriarcal et dominateur pour les femmes, mais pour moi là on sortait trop du sujet et j'avais pas envie de parler de ça en fait, puisque ici ça me paraissait pas vraiment adapté. Pour le moment, on va dire que plutôt, je suis pour les respects des différentes religions, justement, mais aussi, justement, tant que ça se fait aussi, justement, enfin, on va dire, tant qu'elle respecte aussi les valeurs communes hein, et sociétales. Et par exemple, voilà, je ne serais pas contre une femme voilée si son mari lui oblige à porter le voile. Et les féministes ne sont pas pour quelqu'un qui oblige sa femme à porter le voile. Justement, elles combattent l'obligation. Mais si on est contre l'obligation de porter le voile, on est aussi contre l'obligation... Enfin, si on, pardon, on est contre l'obligation de porter le voile, on est aussi contre l'obligation de ne pas en porter. Voilà. Quelle phrase, non te tue. Bref. Commentaire suivant. Toujours peut-on séparer l'œuvre de l'artiste? Je vous dis, il y a plein de sujets intéressants. Je suis entièrement ok avec les propos de Meulart. Le problème de l'expression artistique, c'est qu'on peut difficilement connaître le background de tout le monde. Je me suis posé la même question avec l'univers de H.P. Lovecraft, dont je suis un fan absolu, et je sais plus si je l'ai dit, mais c'est un commentaire de Philka, toujours. Sachant maintenant qu'il était un raciste notoire, dois-je pour autant renier tout ce que j'ai aimé pendant des années? Mais prenons un autre exemple. J'écoute une nouvelle chanson que j'apprécie et que je me mets à fredonner toute la journée, puis je croise quelqu'un qui, en entendant ma chansonnette, me traite d'un gros facho. Je rentre à la maison et me renseigne sur le pourquoi, et j'apprends en effet que l'auteur est un gros facho. Suis-je pour autant devenu un gros facho en écoutant cette musique? Alors non, évidemment. Évidemment, c'est pas parce que vous écoutez ou regardez une œuvre de quelqu'un que forcément, et que cette personne, éthiquement ou même légalement, n'est pas acceptable, que forcément, ça veut dire que vous validez tout ce que cette personne dit. D'accord? Maintenant, c'est vrai que en fait, c'est plutôt, je pense, la question, hein, c'est plutôt justement, si tu as conscience que cette personne est, par exemple, ici, est d'extrême droite, et que tu aimais ses chansons parce que tu trouvais que justement, au fond, ce qu'il disait, c'était sympa, et, enfin, j'invente, mais que tu disais que c'était du second degré, justement, et que c'était ça qui était sympa, et puis t'apprends qu'il est d'extrême droite, ça change tout le propos de sa chanson, en fait. Et en fait, moi, c'est plus, je pense là-dessus, que là, on pourrait se poser des questions vis-à-vis de ton positionnement politique. Alors bon, après, gros facho, c'est un peu l'étiquette hein, que tu paies, et puis après, tu mets des gens dans des cases, comme d'habitude. Bon, c'est pas terrible. Enfin, pas toi, hein, je parle de manière générale, ce que peuvent faire des gens. Mais c'est vrai que, pour moi, justement, c'est le fait d'en avoir conscience où là, tu dois te poser des questions. Et là, peut-être qu'il y a certaines chansons que tu n'écouteras pas, et d'autres que tu écouteras, parce que tu te diras, ok, celle-là, par exemple, que j'invente, mais c'est parce qu'un mec est d'extrême droite qui peut pas parler d'amour, par exemple. Il peut totalement être d'extrême droite, raciste, homophobe, mais parler de son amour pour une femme et complètement... Enfin, j'invente, j'en sais rien, quoi. Bon, voilà, ici pour ce qui est justement l'univers Lovecraftien, je sais pas si... Est-ce qu'il faut tout renier? Enfin voilà, encore une fois, en fait moi je crois que c'est... Après évidemment c'est subjectif, je rappelle, hein,
Mais je pense que c'est plutôt en fait un tri à faire alors dans ces cas-là, effectivement. Parce que du coup, tu te dis, mais alors... Enfin, moi, c'est ça en fait qui me dérange, c'est qu'alors du coup, quand tu vas jouer au jeu, et que tu vas voir que quelqu'un, tout à coup, je sais pas, qu'il y a un esclave dans l'univers Lovecraftien qui est de couleur de peau différente que blanche, quoi, tu vois, et que il se fait taper par tout le monde, et qu'en fait, ton personnage trouve ça cool. J'invente complètement. Mais alors du coup, tu vas le prendre différemment, sachant que justement, le créateur de la série, bah, il est pour, et qu'en fait, toi, t'es contre. Et tu vas te dire, mais en fait, là où je croyais que c'était juste une histoire, le mec, en fait, il le pensait réellement. Et là, du coup, moi, je crois que c'est plus là, en fait, où la question se posera. Mais après, t'as raison, c'est pas pour autant que forcément il faut renier. Et il y a quelqu'un d'autre qui va en parler après. Mais il y a des œuvres aussi qui, au fil du temps, on perd le contexte de la personne. Et dans ce cas-là aussi, on peut, et c'est ça aussi la magie de l'art, je trouve, hein, c'est qu'on peut se réapproprier des choses qui ont été créées par le passé et on peut en changer la signification pour les adapter à notre époque. Et ça, mesdames et messieurs, c'est beau. Bref, passons au commentaire suivant. Peut-on séparer l'œuvre de l'artiste? Guillaume Bianco, toujours. Second Wind qui nous dit: c'est une des raisons pour lesquelles je ne m'intéresse pas aux auteurs. Je me focalise en général sur l'œuvre elle-même. Car si l'auteur est premier degré, mais que je trouve qu'au second degré la blague est excellente, alors tant mieux pour moi, j'ai passé un bon moment. D'ailleurs, c'est un peu l'idée derrière certains navets devenus cultes. L'auteur avait une vision de son œuvre et a fait un mauvais film, mais certains spectateurs arrivent à trouver dans ses œuvres autre chose que ce que l'auteur y a mis. La principale raison pour moi de ne pas séparer l'auteur de l'œuvre, c'est que si je consomme son œuvre, je finance l'artiste. Dernier problème, quand on fait la séparation, on peut se retrouver à encenser une œuvre devant des gens qui l'associent à l'artiste. Du coup, on se retrouve à être suspect de partager la vie de l'artiste. Dieudonné est un bon exemple de ce point. Ben, rien à ajouter pour lui. Mais voilà, c'est pour ça que je vous le dis. J'ai pris beaucoup de commentaires de cette vidéo parce que bah, juste c'est intéressant. Je trouve ça hyper pertinent comme vision. Dieudonné, évidemment, c'est l'exemple type. Hein. Et moi, par exemple, voilà, c'est typiquement quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Comment on peut aller voir un gars qui est ouvertement raciste et antisémite. Et puis après, mais c'est vrai que d'un autre côté, voilà, je comprends aussi d'un autre côté que bah, peut-être que des gens réussissent à faire cette abstraction et on fait face à deux visions du monde totalement différentes. Et bon, bah, il va falloir qu'on fasse avec hein, dans nos sociétés, malheureusement, enfin, malheureusement ou heureusement hein, d'ailleurs, même plutôt heureusement, je crois. Les gens ont des avis différents, des points de vue différents, et donc effectivement, moi, je peux ne pas le comprendre, mais il y a des personnes qui peuvent s'y retrouver dedans. Maintenant, je pense que le débat vis-à-vis de Dieudonné, il est beaucoup plus dans est-ce qu'on peut laisser quelqu'un de raciste diffuser sa haine gratuitement, sachant que lui, du coup, il est plus humoriste en fait. Il fait de la propagande. Enfin, peut-être que le mot propagande est un peu fort, mais on va dire qu'il fait plutôt des meetings, plutôt que, en fait, est-ce que après les personnes qui y vont pour le spectacle eh bien, ont le droit d'aller voir ou pas. Parce que moi, je pense que tout le monde a le droit, en fait, un peu de faire ce qu'il veut. Enfin, de ce point de vue-là, on ne juge pas quelqu'un par rapport à ce qu'il regarde, ou à ce qu'il participe, etc. Hein, tant qu'on ne lui a pas parlé, en tout cas. Et puis, pour ce qui est, par contre, des personnes qui créent, on peut pas laisser tout dire, on peut pas laisser tout faire non plus. Et il y a des choses qui sont inacceptables, mais je veux dire, c'est très large. Hein. Ce serait comme un mec qui va tuer quelqu'un devant vos yeux, devant 2000 personnes. Bah, ça reste un meurtre, donc c'est inacceptable, même s'il est artiste, le gars. Bref. On continue, on va au commentaire suivant. Être de droite et pour le voile, Second Wind, encore une fois, nous dit: c'est surtout que gauche et droite n'ont pas de sens. Il me semble qu'un ultralibéral et un royaliste sont classés à droite, alors que les deux n'auront quasiment aucun projet en commun. À gauche, entre un anarchiste et un radical socialiste, pareil. Pour les femmes voilées, ma position a beaucoup évolué, parfois fait demi-tour. Actuellement, je pense que le meilleur moyen de convaincre les femmes d'abandonner le voile, c'est de les laisser libres de côtoyer l'alternative que notre pays offre. Une jeune fille qui va à l'école voilée et qui fréquente des camarades non voilés verra une autre façon de vivre et certaines se détourneront de la religion, tout comme les Français se sont détournés du catholicisme. Pour cela, il n'y a qu'une condition, garantir la mixité des confessions à l'école et empêcher le prosélytisme. Une fois cela fait, je pense que les femmes arrêteront progressivement de porter le voile, comme les Français ont de moins en moins de crucifix à leur cou.
Totalement d'accord avec cette analyse. Personnellement, je la suis à 100%. Moi, en fait, pour ce qui est de la gauche et de la droite, tout ce que je trouve, parce que tu as totalement raison, un ultralibéral et un royaliste, c'est pas du tout la même chose. Mais en fait, le point commun pour moi dans les différents partis, enfin dans la gauche et la droite, c'est en fait plutôt les visions en fait de construction et pas tant, je vais dire, le moyen d'y arriver, d'accord. Parce que je pense que l'ultralibéral et le royaliste ont tous les deux des moyens d'y arriver qui sont totalement différents. L'un via la libération, par exemple, totale des marchés, et l'autre justement par l'apparition d'un roi qui prendrait des décisions. Euh, et en fait, c'est ça que je pense, c'est que par contre, au niveau justement des pensées, il y a des similitudes. Notamment à droite, au niveau économique, il y a souvent des similitudes. Mais c'est pour ça que je précise aussi souvent, quand je parle de la... Enfin, voilà, quand je parle des opinions d'un politicien ou quoi que ce soit, j'essaye de quand même classer que ce soit droite économique, droite politique, droite... voilà. Mais après, justement, la droite, on va dire par exemple politique, est le plus souvent conservatrice. Et c'est pour ça que les royalistes, notamment, puisqu'ils sont dans quelque chose d'assez conservateur, qui est la royauté, hein, et les ultra-libéraux, finalement, qui sont aussi hein, parfois dans des opinions assez conservatrices, du style, effectivement, il ne faut que personne ne touche à rien, mais d'un autre côté, il faut des multinationales qui puissent prendre des décisions pour plein de petites filiales, etc., et influencer le cours comme ça de l'économie. C'est aussi un peu problématique. Et mais après, voilà, encore une fois, je pense hein, qu'il y a quand même... c'est pour ça que je précise en fait quand même les partis. C'est qu'en fait, ça donne quand même une, on va dire, une vision globale de ce que ce parti représente, d'accord. Parce que même si, voilà, je dis par exemple, l'EMR est à droite, c'est vrai qu'ils ne sont pas royalistes, mais ils ont quand même une vision économique de droite. Et en fait, ça permet, je trouve, hein, de rapidement se rendre plus ou moins compte des positions qu'ils peuvent avoir et d'être moins étonnés que, par exemple, si justement je dis que quelqu'un est de gauche mais qu'il a des politiques économiques de droite, c'est un peu plus étonnant, par exemple. Il y a aussi le fait aussi qu'aujourd'hui, justement, la gauche et la droite, c'est souvent, on part du principe que c'est économique. Parce que, enfin, en tout cas, de mon avis, hein, parce que je pense hein, que on considère aujourd'hui qu'on est dans des démocraties et que c'est le meilleur système, et que donc les dictatures n'ont plus leur place. Alors qu'avant, justement, gauche et droite, ça pouvait représenter... La gauche, c'était plutôt ceux qui étaient pour la démocratie, et la droite, ceux qui étaient pour un roi ou un dictat quelconque. Donc, pour moi, gauche ou droite, c'est vrai que ça représente surtout l'économie. Et après, maintenant, parce qu'en fait, c'est vrai, enfin ouais, c'est vrai. C'est vrai que après, pour ce qui est de, je vais dire, du positionnement politique, je pense que là, c'est peut-être beaucoup moins pertinent aujourd'hui, parce que même quand on regarde l'extrême droite, elle ne dit pas qu'elle est ouvertement pour une dictature, quoi. Elle dit pas genre, ouais, moi quand je serai au pouvoir, c'est bon, je vous nique tous, ok. Ça, c'est plus trop à la mode. Et même quand on parle, là on parle par exemple des royalistes, je pense que les royalistes sont quand même très très minoritaires. Et bon, bah du coup, en fait, gauche et droite, pour moi aujourd'hui, je crois que ça représente surtout la vision économique. Et puis après, pour moi, ce qui représente plutôt la vision politique, c'est conservateur, réactionnaire, progressiste je ne trouve pas le terme. Parce que j'appelle en fait les personnes de gauche qui sont économiquement de gauche, mais qui ont une vision conservatrice de la société, eh bien, je les appelle des conservateurs aussi. Donc, mais c'est vrai que c'est une nuance importante à apporter. Bref, je sais pas si j'ai été clair dans tout ça, parce que j'ai l'impression d'avoir fait beaucoup de zigzags.
auquel cas j'en suis désolé, mais j'espère que ça vous apporte quand même quelque chose. Peut-on séparer l'œuvre de l'artiste? Toujours, on a Hervé Masquelier qui nous dit « Vaste débat pouvant être clivant avec des opinions en noir et blanc. Personnellement, je me situe en zone grise. Je veux dire que je fais du cas par cas. Par exemple, concernant Polanski, j'arrive à faire abstraction et apprécier Le bal des vampires, Le pianiste, J'accuse. J'ai même de l'empathie par rapport à ce qu'il a vécu dans la ghetto de Cracovie et au sort horrible de sa femme enceinte de 8 mois. Pour moi, sa principale erreur, au-delà de son acte, bien entendu, c'est de n'avoir pas assumé. S'il l'avait fait, il aurait déjà payé sa dette à la société et vis-à-vis de sa victime. Victime qui, elle, a pu tourner la page. Littéralement, puisqu'elle a écrit un livre sur cette histoire. J'ai plus de mal avec le dessinateur dont tu parles dans cette vidéo. Profiter de sa notoriété et utiliser un texte par ailleurs honorable d'une façon qui ne l'est pas du tout. Tout cela peut avoir un potentiel néfaste non négligeable. Et par exemple, je classe Francis Lalanne dans la même catégorie. Et effectivement, je suis assez d'accord sur cette seconde partie. C'est vrai qu'il faut toujours prendre en compte la notoriété de la personne. Par exemple, si moi, tout à coup, je dis une connerie, vous êtes 270 à me suivre, même si ma vidéo fait 2000 vues, j'aurais touché 2000 personnes, quoi. Bon, et encore, même quand on se dit 2000 personnes, c'est déjà pas rien. Mais contrairement à, j'invente, mais Squeezie, qui a 10 millions d'abonnés, s'il dit une connerie, bah forcément, ça va toucher des millions de personnes, donc c'est un peu chaud. Et évidemment, il a moins de marge à dire des conneries que moi, par exemple, et il doit faire d'autant plus attention à ce qu'il fait, à ce qu'il dit, et à sa manière d'agir. La seule, je crois, apostrophe, j'allais dire, non, petit astérisque que je mettrais à ces personnes-là, c'est que je dirais que les critiques, les personnes qui se disent ouvertement subjectives, comme je le fais ici dans cette chronique, justement, eh bien, je pense qu'elles ont beaucoup plus de latitude qu'un artiste. Ok, parce qu'un artiste, on le suit pour, en fait, ses créations et pas forcément pour ses opinions. Alors que, inversement, un opinionniste, un critique, lui, il va donner ses opinions et on le suit pour ça, pour sa manière, son analyse, sa manière de voir les choses, plutôt que vraiment pour ses œuvres. Même si moi, j'espère quand même que les gens me suivront pour mes œuvres. Bref, pour ce qui est de Polanski en particulier, je vais quand même donner mon avis personnel. Je pense aussi que s'il avait juste assumé, en fait, ça serait beaucoup mieux passé. Mais je pense que personnellement, Polanski pour moi représente un peu une vieille société artistique, enfin un vieux système artistique, mais pas que. Il représente aussi une vieille vision du monde à laquelle moi personnellement je n'adhère totalement pas. Et du coup, c'est pour ça que je crois que j'aurais toujours du mal à apprécier ce qu'il fait, parce que même quand je vois les prix qui lui ont été remis, etc., professionnellement, je comprends pas en fait. Je comprends pas pourquoi. Je comprends pas ce qui justifie ça. Et avec mes expériences même personnelles, du monde, je vais dire, du cinéma, que j'ai pu un peu entrevoir, je trouve qu'on parfois donne beaucoup trop d'importance à des personnes juste parce qu'elles ont eu de la chance de tomber sur les bonnes personnes. Euh, Enfin voilà, je dis pas que forcément tous les bons réalisateurs ou les réalisateurs connus sont nuls à chier et qu'ils ne mériteraient pas de réussir. Moi j'adore par exemple Nolan et je trouve que c'est génial ce qu'il fait. Et pourtant, si ça se trouve, enfin voilà, il y en a qui trouvent qu'il a eu de la chance. Mais inversement, je trouve aussi qu'il y a beaucoup de réalisateurs qui sont très vieux, qui finalement n'ont pas fait, je trouve, à titre personnel, hein, bien sûr, c'est subjectif comme opinion, mais qui, je trouve, n'ont pas fait non plus des films transcendants pour moi, qui sont un peu surcotés, si on veut, et qui pourtant reçoivent des prix à foison comme si c'était des dieux vivants. Et je pense que c'est, pour ma part, hein, je pense que ça devrait beaucoup plus tourner les prix. Je pense qu'on devrait beaucoup plus laisser de chance à des artistes différents de montrer ce dont ils sont capables, plutôt que ce soit toujours les mêmes, avec toujours cette espèce de... je sais pas comment dire, mais d'admiration comme ça, exagérée pour des gens qui finalement, je vais le dire comme ça, mais ne sont que des réalisateurs, quoi. Voilà. Bref, commentaire suivant. Peut-on séparer l'œuvre de l'artiste toujours, hein,
Et c'est Pierre Imparoïde qui nous dit ici, je n'aurai qu'à le lire, c'est magnifique parce que c'est un texte très intéressant. La question est complexe et dépendra de la sensibilité de chacun. Et puis cela va, je pense, dépendre des actes commis, de la nature de l'œuvre et ce qu'il en dégage comme message. Des événements très récents vont aussi avoir plus d'impact que si cela concerne une œuvre d'il y a 200 ans ou plus. Je ne pense pas que l'on peut répondre s'il faut séparer ou non l'œuvre de l'artiste, mais que c'est plutôt du cas par cas en fonction de chacun. Et quelles sont les limites? Viol, coups et blessures, escroquerie, etc. Évidemment, tous les actes ne sont pas à mettre au même plan, et certains sont plus graves que d'autres, mais jusqu'où on fixe la limite de l'inacceptable et de l'acceptable? Est-ce qu'il y a des actes où l'on peut faire abstraction et d'autres non? Là encore, tout dépendra de chacun, personne n'aura le même avis, et il est évident que les actes d'un artiste, au moment où l'on a connaissance, vont nous impacter et peut-être déprécier notre vision de l'œuvre, que ce soit conscient ou inconscient. Je pense que cela dépendra aussi pas mal de l'intention de l'œuvre et de ce qu'elle peut transmettre comme valeur. Est-ce que l'artiste a créé son œuvre dans le but de transmettre des valeurs nauséabondes, une idéologie, ou est-ce qu'une œuvre qui est comme indépendante de ses idées, actes passés? Là est, je pense, toute la question. Qu'est-ce que l'œuvre transmet réellement? Pour l'exemple de Polanski, le problème c'est qu'il n'a pas été jugé et donc il n'a pas payé pour ses fautes, et cela ramène à la notion d'injustice puisque le passé ne peut pas être changé. Personnellement, je suis pour qu'il ait le droit de faire des films, par contre je n'étais pas pour le fait qu'il soit récompensé lui en tant que réalisateur. Que les acteurs de ces films, que soient récompensés s'ils ont été meilleurs, je suis pour, mais je trouve que Polanski n'a pas besoin de publicité, et donc lui, en tant que personne, n'a pas besoin de la récompense des Césars. Et franchement, je pourrais faire une vidéo entière avec tous les commentaires, hein, tellement les commentaires sont pertinents. Ici, il y a plein de questions, et je pense que justement, toutes ces questions représentent bien le cœur du problème, et les questionnements qui tournent autour, en fait. Donc, j'ai rien à ajouter, si ce n'est que tous ces questionnements-là, c'est effectivement des débats qui doivent avoir lieu en société, et pour lesquels on devra tous, ensemble, trancher, je pense, démocratiquement, en quelque sorte. Et là, c'est le dernier commentaire, hein. Ah, quand même, un petit commentaire Covid pour terminer, les pires commentaires contre la vaccination. On a Hervé Masquelier qui nous dit belle vidéo réponse, j'ai eu une pensée pour un de mes grands-pères qui a dirigé une cellule de résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Il aurait pu apprendre la vie à ces pseudo-résistants. Et je voulais en parler parce que ça, c'est quand même pour moi quelque chose d'assez important, c'est que souvent on prend des références historiques. On aime beaucoup se référer à l'histoire, hein, pour parler des choses, que ce soit les plus terribles ou les choses les plus belles. Et je pense que on a tendance parfois à oublier, hein, que l'histoire est pleine de nuances, que l'histoire est tellement plus complexe que ce qu'il n'y paraît. Moi-même, encore aujourd'hui, je suis des comptes d'historiens là, qui montrent parfois des fake news historiques qui sont présentées. On a eu le coup en Belgique avec notamment Bart de Wever de la NVA qui a un diplôme d'historien qui est donc de droite, hein, la NVA c'est de droite, mais lui droite conservatrice, et qui utilisait l'histoire, hein, mais bon, l'histoire, hein, l'histoire qui l'arrangeait, hein, il remaniait l'histoire pour que ça rentre avec le récit qu'il racontait, et au final, il ne disait rien de vrai. Et donc, en fait, il faut faire hyper gaffe avec l'histoire, vraiment, parce que l'histoire, en fait, c'est rarement des gentils et des méchants, on peut très vite blesser des personnes parce que souvent, le monde, bah, il évolue, et aujourd'hui, plus vite. Ça, par contre, c'est le cas plus vite que jamais, hein. On est, je dirais, quand même... il y a le réchauffement climatique qui accélère, hein, mais c'est pas le seul truc qui accélère, c'est aussi l'évolution. Alors que parfois des changements, des chamboulements, on va dire, sociétaux et technologiques qu'on a pu connaître par les passés, c'était à des moments clés, mais ça se passait parfois en décennies ou en siècles. Ici, on remarque quand même qu'on a une croissance qui a été exponentielle à un moment, maintenant ça commence à se tasser, mais ça reste intéressant. Et en fait, c'est très difficile, hein, de comparer les situations d'aujourd'hui aux situations d'avant. Et la meilleure manière de s'en rendre compte, alors moi c'est personnellement, mais je pense que tout le monde l'a vécu, c'est quand vous parlez avec une génération plus jeune que vous ou une génération plus vieille. Vous verrez qu'il y a un gouffre immense. Et moi je me rends compte que même, hein, ça peut se jouer à 5 ans, hein, 5 ou 10 ans, hein. C'est rien. Je me rends compte que des personnes
par exemple plus jeunes que moi, de 10 ans, n'ont jamais connu les écrans cathodiques, les cassettes, les enregistrements qu'on pouvait faire sur des cassettes et du coup supprimer des programmes d'autres, qui n'ont jamais connu un monde sans Internet, qui n'ont pas connu... Enfin voilà, je ne sais pas si on peut se rendre compte à quel point le monde d'aujourd'hui n'est pas comparable à ce qu'on a pu connaître avant. Et c'est justement pour ça qu'il faut faire extrêmement attention, et surtout à ces fameux résistants, etc. Si aujourd'hui, hein, si aujourd'hui s'installe une dictature dans nos contrées, c'est clairement pas impossible, hein, c'est même assez inquiétant en ce moment. Mais si aujourd'hui on doit vivre une dictature, elle ne sera jamais, 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 jamais comparable aux dictatures qu'on a pu connaître avant. Et c'est bien pour ça qu'on s'en inquiète aussi. C'est que, on va dire la référence, hein, le fameux point Godwin, le fameux Hitler le méchant, ce sera pas Hitler le méchant là. Là, on a quand même des technologies aujourd'hui qui font que ce que Hitler a fait, ça pourrait être totalement de la gnognotte à côté de ce qu'on peut faire aujourd'hui comme dégâts. Bref, donc faites attention. Faites attention que vous soyez pour ou contre telle ou telle cause, que vous soyez pro, anti, on s'en fout. Faites attention au point Godwin, faites attention aux comparaisons historiques. Surtout qu'on apprend très très mal l'histoire à l'école. Vraiment, c'est abusé. C'est vraiment abusé. On ne connaît rien au Moyen-Âge à l'école. On ne connaît rien à l'Antiquité à l'école. Croyez-moi, voilà, il vaut mieux pas comparer. Intéressez-vous à l'histoire, par contre. Ça, c'est trop bien. Hein. Si vous suivez des bons historiens, c'est trop bien. Je vous invite d'ailleurs à suivre Fake History Hunter. Hein. Excellent. Un compte Twitter qui retrace toutes justement les fake... les faits historiques qui sont annoncés parfois dans des journaux ou quoi, et qui sont complètement fake. Je vous invite à les suivre et vous verrez qu'en fait, l'histoire, il faut faire super gaffe. C'est une science. C'est vraiment une science et c'est pas pour rien. Bref, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Hein. On a quand même à 40 minutes de vidéo. Hein. Bon, je pense que c'est pas mal. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter pour donner votre opinion. N'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner. Et puis sinon, on se dit à bientôt pour de nouvelles actualités. Voilà, la bise.